Salut à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour Thomas. Salut Fred. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans ce nouveau Dans le Viseur spécial des jeux du moment. Le format dans lequel on vous présente les jeux auxquels on a joué, qu'on ait aimé ou pas. On va vous en pitcher, on va vous dire ce qu'on a aimé, pourquoi, quels sont les intérêts, les arguments positifs ou négatifs. On a joué ensemble ou pas. Et puis... Dans l'ensemble, je crois qu'on a joué ensemble aujourd'hui. Tous ces jeux-là, pour une fois, on a joué ensemble. Tout à fait. À 2, à 3, à 4, on va vous expliquer tout ça. Et aujourd'hui, on va vous pitcher 3 jeux. Et qui ne sont pas des jeux enfants, parce que d'habitude, on est là pour les jeux enfants, mais pas cette fois. C'est pas faux, on a grandi un petit peu. On va vous parler de Odin, on va vous parler de Captain Flip et de Chronologic. Eh ben, c'est parti. Le premier jeu de notre sélection, c'est un petit jeu dans une petite boîte. Il s'agit de Odin. Donc Odin, c'est un jeu de défausse de cartes. Donc c'est-à-dire c'est ces jeux traditionnels, un peu à la trou du cul, où on va avoir une main de cartes et le but ça va être de s'en défausser le plus vite possible. Comme d'habitude, sur le trou du cul, quand c'est à nous de jouer, il va falloir jouer une combinaison qui va être meilleure que la combinaison jouée précédemment. On peut jouer des cartes toutes seules, on peut jouer des paires, on peut jouer des brelans, ou on peut jouer des combinaisons de cartes de la même couleur, sachant qu'à chaque fois, eh bien tout simplement, on va mettre les cartes les unes à côté des autres, ça va donner la valeur de notre combinaison. Si je joue 3-5, ça fera 555. Si je joue 9-7-2 de la même couleur, ça fera 972. Donc on joue comme ça. Dès qu'un joueur a fini de vider sa main, eh bien il a gagné la partie. Alors si on en restait là, vous direz bah ok, super intéressant, ça a été vu 1000 fois, il y a même pas de twist. Et si, il y a un twist, évidemment, dont je n'ai pas parlé, c'est que dans ce jeu, lorsque c'est à vous de jouer, lorsque vous jouez une combinaison, il va falloir que vous récupériez immédiatement une des cartes jouées par le joueur précédent. C'est-à-dire que si jamais le joueur avant il a joué un 8 et que vous jouez par-dessus n'importe quoi 23, eh bien il faudra récupérer ce 8 et le mettre dans votre main. C'est-à-dire que c'est un jeu où, on va en parler un petit peu plus tard, votre main de départ, elle va constamment évoluer puisque quand vous jouez, eh bien, vous serez obligé de prendre des cartes. Évidemment, ça va créer des dilemmes intéressants dont tu vas nous parler tout de suite, Fred. C'est ça, on est dans un lignée de ce qui est Caro Combo et Scout pour les jeux les plus récents qui ont un peu marqué. Et on peut dire que c'est le genre de jeu qu'on apprécie bien. Nous nous souvenons tous les deux, mais dans l'équipe, en disant tiens, les jeux de défausse, on aime bien quand on peut y accéder. Et autant Caro Combo était un jeu très chaotique, fun avec des effets, autant Scout est un jeu malin où on vérifiait vraiment tout ce qu'on faisait. Et ben là, on est un petit peu entre les deux, où il n'y a pas des effets chaotiques ni tous les sens, mais il y a un petit côté technique à gérer cette carte qui nous revient dans les mains. Ouais, moi j'ai trouvé que c'est marrant. Caro Combo est effectivement beaucoup plus chaotique dans le sens où effectivement t'as des cartes avec des effets particuliers. Là c'est pas le cas, il y a vraiment que des cartes numérotées. Et pourtant, j'ai trouvé Odin beaucoup plus aléatoire. Parce que certes, on va avoir sa main de cartes, comme dans Caro Combo, et on va devoir gérer cette main de cartes et la faire évoluer au fur et à mesure de la partie. Mais dans Caro Combo, on a une certaine maîtrise de l'évolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès le début, on sait presque... Tu planifies. Presque, voilà, tu sais presque toutes les combinaisons que tu vas pouvoir faire. Ouais. Odin, pas du tout. Non. Odin, arrive ton tour. Alors, il y a des tours, c'est super. Tu joues, tu sais, cette carte-là, elle me complète elle me complète une paire qui devient un brelan, parfait, je la récupère. Mais il y a d'autres tours. Est-ce que vraiment on a envie de jouer? C'est ça. Toute la subtilité de ce jeu, c'est que pour la première fois dans un jeu de défausse, t'as pas envie de défausser parfois, t'as envie de passer ton tour. Et c'est plutôt rare, parce que normalement, dès que t'as une combinaison meilleure que celle qui est là, t'es content, tu dis, ah, ok, il a joué 55, moi j'ai un 84, paf, je vais me débarrasser de mes cartes. Et là, non. Parce que 55, il a joué, il y a des 5 t'en as pas, et il y a des cartes oranges et bleues. Et tu dis, ben non, c'est pas des cartes que je veux, ça marche pas à ce que je veux. Donc, tu vas être tenté de ne pas jouer une valeur supérieure pour ne pas récupérer des mauvaises cartes et garder tes mains qui marchent bien. Mais tu prends un risque quand tu fais ça. Parce que si tu prends ce risque de faire ça, les autres vont peut-être finir avant toi et toutes les cartes que tu gardes dans ta main, c'est des points négatifs. Donc tu vas être sans arrêt titillé entre est-ce que je me défausse de tout ce que je peux, quitte à récupérer des trucs qui vont me laisser à la main et qui font que je finirai jamais la manche en premier, ou est-ce que j'attends le bon moment pour jouer les bonnes cartes et essayer de prendre seulement celles qui m'intéressent. Ouais. Et c'est là où c'est un jeu de défausse qui est particulier pour son hasard, c'est que la plupart des jeux de défausse, t'as une main et tu vas jouer avec ta main, t'as eu de la chance ou pas. Là, en réalité, ce qui est assez perturbant, c'est que tu peux commencer la partie avec une main excellente et perdre. Et ça se passe mal. Parce qu'en réalité, ce qui va importer, c'est les cartes que tu vas récupérer pendant la partie. Parce que si tu fais que jouer des triples, très bien, tu joues des triples, mais si tu récupères des 1, des 2 qui sont pas de la même couleur, qui vont finir par pourrir ta main, t'en feras rien et tu vas perdre des points et tu peux... Alors ça, par contre, c'est le truc, c'est que tu peux être bloqué. C'est-à-dire, tu peux retrouver en fin de partie, c'est-à-dire, je peux plus jamais jouer. C'est ça. Et c'est que des cartes isolées toutes seules. Voilà, et je ferai plus rien de ma partie, j'attends que quelqu'un de ma manche pour être exact, et j'attendrai que quelqu'un ait fini de jouer quoi. C'est pour ça que du coup le jeu, il joue entre deux choses. Il joue entre la stratégie du je joue quand au bon moment ou pas
et l'aléa de ce tirage de cartes initial, parce que plus t'as des grosses valeurs, mieux c'est, ça faut Quand bien même, le dire. bien sûr. Mais de comment joue le joueur d'avant et est-ce qu'il te fait finalement, est-ce que les coups qu'il fait vont t'intéresser. Et donc cet équilibre précaire entre le chaos et la stratégie fait que le mélange il marche plutôt bien. Ouais. Et alors tu fais bien de parler du joueur d'avant parce que ça c'est aussi la dimension du jeu. C'est quand je joue, il y a la question pour moi, mais il y a la question pour l'autre. Tiens, jouer une paire de 9. Ah oui, c'est cool. Tu finis un 9 le Mais prochain. t'as filé un 9 à l'autre. Si ça se trouve, il avait un 1, 2, 3, il a récupéré un 9 et il a une combinaison plus forte. C'est ça. Donc en fait, les questions sont multiples. Ouais, et Ouais. les règles sont bêtes comme chou, mais le jeu est en fait assez complexe, C'est ça, je pense. Il est plus profond qu'il en a l'air et c'est vrai que quand on maîtrise un petit peu le jeu des fausses, dès qu'on t'explique le fait que tu vas récupérer une carte de la carte de la main d'avant, tu fais ah, vous êtes sûr? Parce que du coup, tu peux pas finir d'un coup quoi. Ouais. Tu sais qu'à chaque fois que tu te rapproches de la victoire, tu t'en éloignes avec un autre truc qui tire dans l'autre sens et ça c'est un peu difficile. Alors moi j'ai beau le savoir, ça m'arrive régulièrement d'avoir une main de carte et tu dis bah c'est bon là en 2 Ça tours roule. j'ai fini. Et puis c'est à toi de jouer, tu fais putain mais non j'ai pas fini du tout parce que là je récupère une croûte et du coup ma main elle est pourrie et ça change tout. Et en réalité comment on finit? C'est ça la difficulté, c'est de réussir. La gestion de ta fin de manche, Ouais, est elle difficile. est très très difficile. Il faut avoir un peu de chance, je pense, mais ouais, il y a une vraie difficulté là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de parties où tu peux dire, en fait, allez, tant pis, je finirai pas, mais je vais finir à 1 ou 2 cartes en main. C'est pas très grave, ça fait 1 ou 2 points, c'est pas si grave que ça, mais c'est pas facile, en fait. Alors on peut venir un peu par rapport au nombre de joueurs. C'est un jeu qui est annoncé de 2 à 6. Je vous encourage fortement à jouer à 4, 5, 6 et à ne pas jouer à 2. Clairement, moi j'ai essayé à 2, ça marche pas vraiment. On est vraiment dépendant du tirage du début et des couleurs, et plus t'as des couleurs qui matchent, plus t'es fort. Et finalement, tu te dépends juste de ta main de départ et ce que tu récupères, c'est bien moindre. Et du coup, j'ai pas apprécié du tout ma partie à 2 en disant ah, ok, il se passe pas grand chose. Dès que j'ai joué à 4 ou plus, là tu vois une dimension vraiment intéressante et ça change vraiment le gameplay. C'est ça, moi pour le coup j'ai joué à l'autre extrémité du spectre, j'ai joué à 6, ça marchait très bien, ça roulait sans problème, et puis ça accrochait tout de suite. Alors ça c'est vraiment, j'ai fait découvrir le jeu. Globalement on a joué, on avait pas fini la première manche, il y a des gens qui disaient ok c'est cool, où est-ce qu'on le trouve quoi. Là pour le coup il y a un vrai intérêt, c'est-à-dire qu'on le comprend tout de suite, et on l'a dit par contre il y a c'est un jeu familial, mais en fait je pense qu'on peut aller assez loin dans le comment on se casse la tête dessus. C'est-à-dire Alors je pense qu'on va pas aussi loin qu'un Scout où vraiment tu calcules tout au poil de cul. J'ai pas joué à Scout donc je pourrais pas te dire. Je trouve que Scout était plus profond, là où Chaos Combo est vraiment très accessible, et là je trouve qu'il a un bon mélange entre les deux où ça reste très accessible mais tu peux un peu titiller quand t'es un peu joueur. Alors moi je pense que tu peux aller loin parce que on l'a dit, faut dire déjà tu gères ton jeu à toi. Ensuite, tu vas gérer le joueur suivant. C'est-à-dire, est-ce que je joue, est-ce que je lui donne des bonnes cartes? Ensuite, tu vas un peu regarder ce que font les autres joueurs sur attends, il a récupéré ça, il a peut-être ça comme combinaison. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à jouer ça? Est-ce que je vais pas le rendre plus fort ou est-ce qu'il va pas me contrer? Il y a même les cartes qui sont défaussées, donc on peut se dire tiens, il y a toutes ces cartes de couleurs qui sont passées, donc elles repasseront plus. Tu peux compter les cartes, c'était voilà. un petit peu fou. Donc je trouve que le jeu est peut être plus taquin. Je sais pas si les gens vont le faire ou pas, parce que c'est pas forcément le format, mais en vrai, je pense qu'on pourrait aller assez loin. Je pense que ça se joue plus à la cool, mais que t'as une opportunité de vraiment jouer très brainy. Ouais, je pense qu'il y a de ça, ouais. On peut parler 2 secondes de l'édition? Bien sûr. Parce que côté illustration et tout, on est sur du helvétique. Ouais. Nous voilà, clairement, quand on a ce jeu-là, on sait que c'est helvétique parce que genre, le la format taille de la boîte, on le connaît. La taille de la boîte. Mais c'est un format qui au niveau d'illustration, se retrouve à chaque fois. Ouais, que la patte graphique est... On a une patte très lisse, on va dire qu'elle plaît à tout le monde sans vraiment cartonner. Bah, c'est des aplats de couleurs à chaque fois, c'est des formes simples ensemble. Et le thème, il est là en disant ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais comme on disait, on s'est assez plein de Chaos Combo qu'on trouve particulièrement vilain et qu'il n'y a pas de thème. Voilà, et moi tous ces jeux un peu abstraits souvent ils me laissent assez froid. Bon bah là il y a un petit truc il y a un petit truc qui est sympa. Encore plus que Scout où t'es censé jouer un truc de cirque, tu vois pas le cirque du tout, juste un petit nom au début. Là vraiment le thème des Vikings, tu le vis pas. Non. Tu vis pas le chef de guerre et compagnie, mais tu es content de voir ton illustration, tu dis pourquoi pas. Donc moi j'ai envie de saluer l'effort. Ouais. Même si c'est pas ça qui va transcender le thème du jeu, en disant pourquoi pas, voilà. Et puis alors pour le coup la petite boîte, parce que ça aussi, moi ça a plu tout de suite. Les gens en fait attends mais tout petit comme ça, mais je le veux moi. Mais ils ont bien exploité ce format de petite gamme, ils commencent à avoir une grande gamme. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a eux et il y a Wank Game qui font un peu des tout petits comme ça. Et c'est agréable parce que bon, souvent moi c'est des jeux qui me satisfassent pas beaucoup. Pas assez, ouais.
Là, oui. Là, vraiment, c'est le jeu que j'ai envie plaisir. d'amener à la plage, que j'ai envie d'amener tout le temps. Voilà. Ça manque peut-être de là où Caro Combo avait un côté un peu méchant. Ça manque peut-être de crasse, ouais. Parce qu'effectivement, tu peux faire queener, mais tu fais pas si exprès que ça en général. C'est-à-dire, t'as joué des cartes. Ouais. Tiens, j'ai fait une combinaison, pas de bol pour toi. Il y a pas la couleur qui t'intéresse. J'ai pas de bol, plutôt que enfoiré, tu m'as fait un sale coup. Ouais, c'est ça. Même si de temps en temps, quand t'en as un qui joue une grosse combinaison et toi tu te dis c'est moi qui allais finir, bah boum, il en a fait une au-dessus. Mais ça manque un peu. Tu râles pas bien longtemps, pas bien fort. C'est ça. Alors que là où Caro Combo, tu t'envoies vraiment des trucs et là tu peux râler pour l'interaction vraiment directe. C'est ça. Moi voilà, j'ai vraiment bien aimé ce jeu. C'est vraiment une excellente surprise. J'ai découvert en jouant la première partie et ouais, c'est très bonne surprise. Ouais, moi j'aime bien ce genre de jeu et clairement le renouvellement qui a été proposé par jeu me satisfait assez pour dire OK, malgré le fait que je connaisse Caro Combo, que j'ai scout et que j'aime bien sortir, et ben cette proposition, j'ai quand même envie de la découvrir, de la faire jouer à d'autres gens qui aiment ça pour pouvoir renouveler justement l'expérience des jeux des fausses quoi. Ouais, tout à fait. Donc bonne découverte et on vous invite à aller voir ce petit jeu aussi. Et comme quoi on peut encore nous surprendre avec des jeux de défausse. C'est ça. Ça fait impressionnant, bravo aux auteurs. On passe au jeu suivant ? Allez, c'est parti. Ici la Grand Voile, cher ami pirate, nous partons à l'aventure avec Captain Flip. Eh ben, c'est pas une introduction au thème merveilleuse, ça. Alors, Captain Flip, c'est un jeu dans un thème de pirate, mais c'est surtout un jeu de collection, placement, tuiles, un peu tout ça. Donc, vous allez avoir devant vous un petit plateau qui va représenter votre bateau. Alors, je dis votre bateau pirate, mais en réalité, il y a d'autres plateaux. On va affronter des pieuvres géantes, il y a une île, enfin voilà. Il y a plein de petits plateaux qui va être fait en fait de colonnes plus ou moins grandes. À votre tour, c'est très simple, vous piochez une tuile et vous allez les mettre sur une des colonnes. Alors c'est avec la gravité, on le mettra forcément en bas de la colonne. Si on remplit une colonne, on a un petit bonus. Et voilà. Alors évidemment, cette tuile qu'on va poser, il y a différentes tuiles qui vont nous permettre de marquer des points différemment. Alors on est sur un jeu de collection, donc il y a des tuiles qui vont nous faire des points si elles sont jouées une fois. Si on en a trop, eh bien on va perdre la partie. Il faudra trouver le moyen de les annuler. Il y aura des tuiles en fonction de ce qu'on aura dans la ligne. On aura des points. Si on a plusieurs fois la même tuile, on aura avec des combinaisons, on aura des points. Mais surtout, ça s'appelle Captain Flip, pas pour rien. C'est-à-dire que quand on prend notre tuile, c'est pas juste je prends ma tuile et je choisis la colonne où je vais la poser. C'est qu'avant de faire ça, je peux soit la prendre telle qu'elle est, la mettre dans une colonne, soit je peux dire oh ça me plaît pas bien, ça me plaît pas trop, allez je tente un truc, je la retourne, et une fois que je l'ai retournée, évidemment je peux pas revenir en arrière, et avec un peu de chance, j'aurai un effet qui sera plus intéressant. Donc on va comme ça, petit à petit, à chaque tour, on prend notre tuile, on choisit où est-ce qu'on la met, on la retourne pas, on la met dans une colonne. Quand un joueur a rempli suffisamment de colonnes, la partie s'arrête, on compte les points, c'est celui qui en a le plus. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, moi, ça, c'est le genre de jeu qui, contrairement à toi, moi, me parle beaucoup. Moi, j'aime bien les jeux de tuiles, les jeux de collection, les Krav Macam. En plus, c'est un jeu vraiment famille, donc complètement cible. Et clairement, c'est un truc qui m'a donné envie direct parce que l'édition, elle est chouette. L'illustration, la couverture, moi, je la trouve terrible. Elle donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer. L'illustration, voilà, elles sont top sur toutes les tuiles et l'iconographie, elle est nickel. Jamais tu te poses question. Quand t'as compris ce qui se passe, tu reviens plus du tout dessus dès le début de la partie. Donc ça, c'est vraiment cool. Et tout le jeu va se jouer sur ce côté flip, mais à deux niveaux. Non seulement au niveau du choix au début en disant je flippe ou je flippe pas, mais aussi il y a des effets bien sûr qui vont arriver en jeu en disant tu vas pouvoir reflipper des cartes qui t'intéressent. Et pourquoi? C'est parce que les scorings, ils vont être instantanés, c'est pas seulement à la fin. Les jeux de collection, normalement, c'est seulement à la fin, tu regardes ce qui se passe. Non, là tu vas scorer tout de suite ta tuile. Il y a des tuiles qui, suivant le moment, sont plus ou moins intéressantes. Et le fait de pouvoir les scorer tout de suite, puis plus tard de les retourner parce qu'elles auront un autre effet derrière, eh ben ça va être super intéressant et c'est comme ça que tu vas optimiser ton truc, quoi. Et ça, moi j'aime bien. Alors, c'est vrai que moi, alors effectivement, tu l'as dit, moi clairement, on est dans un jeu qui est pas du tout de ma cam. Hein. C'est pas vraiment, c'est pas le format qui m'intéresse. Alors c'est vrai, je te rejoins. Il y a effectivement ce côté, il y a un petit côté mémoire parce que je me suis rappelé que celle-là, je l'avais tournée et qu'il y a un truc intéressant de l'autre côté qu'on n'aura pas tous les coups, hein, parce qu'il y a des coups, on a pris la tuile, le côté nous allait bien. Ah, peut-être qu'il fallait la retourner pour prendre un risque. Hein, on sait jamais. Hein, ça peut faire partie de ce truc-là. Après. Moi, j'ai trouvé que c'était un jeu sur lequel il y avait une dimension chance qui était quand même assez importante. Oui. C'est-à-dire qu'on l'a dit, il y a les effets des petits singes qui nous permettent de retourner les tuiles. Encore faut-il les avoir au bon moment. Oui. Voilà. On reste sur un jeu de collection qui se base sur la pioche. Et ben encore faut-il que les tuiles sortent au bon moment. Il y a ce truc-là. Après, il y a la question du placement et qui peut effectivement changer les choses puisque certaines tuiles, en fonction de là où on les met, elles vont nous faire plus ou moins de points. C'est ça. Et c'est là où il y a toute la course qui se met en place entre les joueurs. C'est, vu qu'il y a des intérêts à finir certaines colonnes, on va essayer de les faire avant les autres.
Et les prises de risque que tu fais par rapport à ça, elles font que certaines tuiles que tu vas mettre, elles seront moins bien placées que d'autres. Il y a des tuiles que tu voudrais vraiment mettre tout en haut parce que c'est comme ça qu'elles font les points. Mais du coup, tu gardes un emplacement pour pouvoir mettre une telle tuile plus tard. Mais du coup, si tu prends pas le bonus qui correspond, donc peut-être que les gens vont finir avant, tu n'auras pas le temps de finir ta colonne. Bref, tu as des petites choses qui te tiraillent tout le temps en disant j'y vais pas, est-ce que je prends de l'avance par rapport aux autres. Et c'est ça qui fait un petit peu d'interaction entre les joueurs, mais il y a un petit peu que ça comme interaction entre les joueurs. Il y a, à part ce course, c'est ce qui nous a un petit peu manqué. Alors si, il y a quand même, oui, c'est vrai. Moi, c'est ça qui m'a manqué, surtout sur un thème de pirate. On a envie de se mettre sur la mouille. Il y a un côté avec la carte qu'on se passe. C'est ça. Où effectivement, t'as certaines tuiles qui permettent de récupérer la carte et la carte, tant que tu la gardes, tu marques des points et ça peut à la être fin très de ton tour. rentable. Et ça peut être très rentable pourvu que qu'on te la pique pas. Après, j'ai eu l'impression qu'elle changeait de main tout le temps cette carte. Parce que il y a quand même beaucoup de cartes cartographes qui te permettent de la récupérer. Il y a une colonne qui te permet de t'assurer de le faire. Alors à 4 joueurs, en effet, elle change tout le temps parce qu'entre les cartographes que tu joues et la colonne, tu récupères. À 2 joueurs, c'est une carte qui est hyper stratégique parce que justement, tu peux gérer le tempo de quand est-ce que mon adversaire va monter sur cette colonne pour récupérer la carte. Est-ce que je reste juste derrière en embuscade pour attendre qu'il le fasse pour moi le faire? Est-ce qu'il sort une carte cartographe avant moi ou pas? Et vu que t'as plus tellement après moyen de la récupérer, c'est crucial de comment tu gères cette carte quand on joue à 2 joueurs. Et ça, je trouve ça très malin et très stratégique. Ouais, c'est vrai. À 4, je l'ai moins senti. Ouais, c'est plus mais peut-être qu'il y a le nombre de joueurs qui doit jouer pas mal là-dessus. Après, moi, la question, c'est la discussion qu'on avait sur ce jeu, c'est la question du public. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est la cible? Ben ouais, moi, quand je vois le design, quand je vois le truc, je me dis, et quand je vois la méca globale, je me dis, bah, j'ai envie de jouer avec Arthur qui a 8 ans. Mais non, parce que il y a 9 tuiles avec des effets différents. C'est ça. Et moi, je pense que c'est trop et qu'il sera perdu. Je suis un petit peu d'accord. On a tous les deux un enfant qui a exactement cet âge-là, presque 8 ans. Avec, on les nourrit cube, hein, donc du coup, ils sont habitués à faire des jeux. Et là, 9 pouvoirs, ça fait quand même beaucoup à assimiler sur une première partie. Alors oui, forcément, plusieurs parties s'y mettraient, mais là, est-ce que nous, en tant que parents, on a envie de mettre des enfants de 8 ans directement sur un jeu avec 9 pouvoirs dès le début? C'est pas évident. Parce que du coup, il risque d'être vite mis en échec. Là où nous, on va se balader parce qu'on a connu le pouvoir, parce qu'on a déjà joué, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça que 8 ans, je trouve ça un petit peu optimiste, mais j'ai pas essayé. On n'a pas essayé. On vous fait un warning en disant, on n'a pas eu envie d'essayer avec des enfants de 8 ans. Là où des enfants de 9-10 ans, on irait plutôt sans souci. Mais à 8 ans, on trouve ça un peu léger. Et pourtant, c'est un jeu qui, clairement, s'oriente en famille. On dit, ok, genre, on est sur un format de tuiles, genre Carcassonne, mais là, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, je trouve ça clé en main pour des familles. L'édition est nickel. Le gameplay, il est sympa. Est-ce qu'on est sur un bon équilibre de chances qui font que les parties, elles vont certes se ressembler, mais il y a des petits deltas qui vont faire que ça se passe bien ou pas. Est-ce qu'on peut vraiment bien jouer à ce jeu avec de la stratégie? Je sais pas. Ben je sais pas. Et c'est la question qu'on avait. Est-ce qu'on peut bien jouer ou mal jouer? Et moi, je suis partisan du côté quand tu veux vraiment taquiner, tu peux être meilleur en surveillant vraiment, notamment avec les tempos du quand est-ce que je finis ma colonne par rapport aux autres, quels emplacements je laisse. Mais t'es quand même soumis au tirage des tuiles et ça fait partie du jeu. C'est un petit peu ça. Alors après. Moi, j'ai qu'une partie, hein, donc il faut être modeste aussi. Hein. C'est ça. Moi, je suis plutôt à 6-7 parties. Voilà. À l'issue de ma première partie, je me suis dit, est-ce que j'aurais pu jouer différemment? Parce que t'as bien perdu. Peut-être, j'ai bien perdu. Très clairement, faut quand même le dire, j'ai quand même largement perdu. Est-ce que j'aurais pu jouer différemment et où je me suis dit, tiens, il y avait ça. Non. Pas trop. Ouais. Maintenant, ça vient peut-être de moi qui suis c'est bon sur le jeu, hein, c'est possible aussi. J'ai pas eu cette sensation là, mais encore une fois, d'autres pourraient avoir des avis différents, et c'est ça qui va me freiner un peu, qui me donne moins envie d'y aller. Ouais. Là où moi j'ai beaucoup joué notamment à 2, et j'ai beaucoup aimé cette notion de gestion de tempo et stratégie par rapport à l'adversaire où tu surveilles vraiment tout ce qu'il fait, tu regardes les tuiles qu'il a, est-ce qu'il peut exploser ou pas. Moi j'ai trouvé ça plutôt fin. Même si c'est pas non plus hyper stratégique, j'ai aimé la possibilité que le jeu a bien maîtrisé, notamment comme tu disais avec la mémoire, en disant je sais que cette tuile je vais retourner, je sais ce qu'il y a, plus tard je pourrais m'en servir pour optimiser mes gains, et c'est cool parce qu'au début le petit singe tu dis ok ça va juste servir à retourner les canonnières parce qu'elles font 5 points, après il y a un truc derrière, non, tu vas peut-être pouvoir les retourner peut-être 2 fois pour profiter 2 fois de leur effet ou quoi que ce soit, et ça augmente un peu la stratégie sur ça. Ouais, j'avoue, ça c'est vrai. Si tu maîtrises la mémoire de ce qui s'est passé, t'as un avantage sur l'adversaire et ça c'est bien sûr. Mais c'est vrai que si on le compare justement à Odin avant, qui était aussi un jeu qui était soumis, soumis au hasard,
Entre les deux, il y en a un où je me suis dit, il y a moyen de faire des choses. Là où je me suis moins senti. Mais encore une fois, une partie à prendre. Ouais. Voilà. Là où moi j'aimais justement que normalement, tu subis la pioche et tu râles sur un jeu de tuiles en disant c'est pas ce que je veux. Là, le flip, il fait tout en disant ok, je râle parce que j'ai pas ce que je veux, mais j'ai quand même la chance d'avoir un autre choix qui va pouvoir m'aider, quoi. Et tu peux râler deux fois. Alors oui, en théorie, tu peux râler 2 fois. Moi, j'ai râlé 2 fois, mais je râle beaucoup. Mais encore une fois, je râle beaucoup. Je suis pas un pote. Souvent, t'as un truc, tu dis ah ouais, cool, ça va mieux se passer. Et ou bien tu prends le risque d'aller chercher un truc mieux et c'est moins bien. Et ça, c'est bien fait pour toi. Mais ce côté flip en disant j'ai une deuxième chance à chacun de mes coups, eh ben je trouve ça super cool. Parce que si on dit à Carcassonne, tu prends une tuile, si on te plaît pas, tu la jettes, t'en prends une autre. Ah putain, c'est rêvé, quoi. Et ben là, c'est ce que le jeu te propose et je trouve que c'est une proposition qui est super agréable en tant que joueur, un joueur moyen où tu fais ce que tu peux, quoi. C'est vrai. Après il y a aussi on peut peut-être parler de l'éditeur qui est pas n'importe qui, puisque c'est fait par deux ténors du milieu. Deux ténors du milieu dont moi j'attends beaucoup, hein. Enfin c'est un peu comme quand Spaceco est arrivé, quoi. Spaceco est arrivé, on s'est dit donc là, ça va casser la baraque. Antoine Boza, qui est un auteur de renom multi-récompensé, et de Thomas Provost, qui était le fondateur de Repos Productions, qui là aussi a fait des cartons. Et donc là, ils ont monté Playpunk. Donc finalement, le premier jeu qu'ils font, c'est un jeu très famille, alors qu'on a vu un peu de tout quand ils étaient chez Repos, et en tant qu'auteur, on a vu un peu de tout. On sait pas à quoi s'attendre, mais en tout cas, ce premier jeu est un jeu très familial, et on en entend beaucoup aussi pour le reste. Ouais, moi c'est pas ma cam, mais malgré tout, on est sur un truc qui est solide. J'ai aucun doute sur le fait que ça va avoir. Ouais, ça, je suis vraiment pas. J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, voilà, je vais attendre moi la suite. Il y a un punk dans le monde éditeur, quoi. Donc j'attends le côté punk. C'est ça. Donc finalement, on peut dire un beau produit qui permet d'une belle clé d'entrée dans le jeu de société, aussi un truc très accessible, très joli, bien édité, qui manque un peu d'interaction par rapport au thème qui est promis. Ouais. Ça, on peut le penser. Même si les sensations de jeu sont quand même très agréables. On met un petit questionnement sur le 8+, où on se pose la question sans avoir essayé encore une fois, mais à voir. Il y a une question sur les autres plateaux, je sais pas si toi tu les as essayés. J'ai pas eu le temps d'essayer, je me suis vraiment focalisé sur ces trucs pirates. J'ai bien aimé la proposition qui est faite de faire autre chose que juste ces poteaux, avec notamment des courses et tout, ce qui donne un peu plus d'interaction encore, mais je les ai pas essayés en effet, pas encore. Et ben voilà notre avis sur Cat & Flip, on passe au troisième jeu ? Ouais, c'est parti. Et pour ce troisième jeu, nous partons sur Chronologique, un jeu d'enquête, de déduction et de logique. Eh ben oui, c'est ça, comme son nom l'indique. Alors Chronologique, c'est un jeu, mais c'est aussi une gamme qui va se décliner à chaque fois. On va avoir un lieu dans une époque particulière, et on aura des enquêtes à résoudre. Alors on dit enquête, mais en réalité c'est beaucoup plus un jeu de logique. Donc quand je dis que c'est enquête, c'est qu'on va avoir dans chaque boîte un certain nombre de scénarios, et dans chaque scénario on aura plusieurs énigmes, on va dire, différentes à résoudre. Donc par exemple sur la boîte sur laquelle on a joué, nous ça se passe dans un opéra à Paris en 1920, et dans les 3 scénarios, le premier scénario, ça va être, on a un personnage qui a été tué. Il faudra donc trouver qui l'a tué, qui l'a empoisonné. Pour cela, il va falloir trouver quel personnage s'est trouvé tout seul avec lui à un moment de la partie dans une pièce. Donc en fait, tout le jeu, c'est qu'on va avoir un lieu avec différentes salles, différentes pièces, et des personnages qui vont se déplacer dans ces lieux. Il va y avoir 6 moments, on va dire, dans la soirée qui s'est passée, et il va falloir reconstruire les déplacements de ces personnages. Alors pour cela, on aura des règles, c'est-à-dire qu'on sait que d'un moment à un autre, les personnages sont obligés de se déplacer, ils vont forcément aller dans une salle adjacente, et puis, on va retrouver la patte Johan Levet, j'ai envie de dire, puisque on va pouvoir à notre tour poser des questions qui vont nous donner des indices. Par exemple, il y a 2 types de questions. En fait, on peut se dire, à tel moment de la partie, combien il y avait de personnages dans telle salle, et ce personnage-là, combien de fois il est passé dans telle salle. Alors je dis qu'on peut poser ça comme question, mais à chaque fois, là aussi on retrouve un peu la patte Johan Levet, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va avoir des indices, on va avoir une partie des indices qui vont être pour tout le monde, et un indice un peu plus précis pour nous. C'est-à-dire que par exemple, si je dis, dans telle salle, combien il y avait de personnages, tout le monde saura combien il y avait de personnages dans la salle. Par contre, moi j'aurai une indication supplémentaire qui me dira parmi les personnages il y avait celui-ci. De même, quand on va demander ce personnage-là, combien de fois il est passé dans cette salle-là, j'aurai une indication pour dire il y est passé 3 fois, mais en particulier il y est passé au temps numéro 4. Donc on va petit à petit associer ces éléments. Dès qu'on pense avoir trouvé, boum, on propose la réponse. Si on a bon, on a gagné. Si on n'a pas bon, on a perdu. Alors on vient de jouer, là c'est tout frais, à l'instant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, avant de partir sur le jeu, je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu de ces jeux de logique. Ouais. Parce que il faut avouer que moi c'est un peu l'overdose.
clairement, depuis un an et demi, on en voit partout. Ils sont presque tous estampillés à Yoann Levet et Fabien Gridel, parce que c'est leur spécialité et ils sont bons là-dessus, faut l'avouer. Mais moi, c'est le genre de jeu qui, de base, m'intéresse pas. Ça m'attire pas. Et surtout, maintenant, on en voit un peu partout. On a eu, bien sûr, Turing Machine, qui a beaucoup bien marché, qui a un peu tout explosé à l'époque. On a toute la gamme logique chez Banquise avec les petits jeux. On a les puzzles, comment ils s'appellent? Puzzle logique, j'ai oublié. Les petits puzzles où tu vas avoir 3 cartes qu'il va falloir agencer comme il faut pour respecter les conditions où tu vas faire une histoire. Chez Blue Orange. Voilà, chez Blue Orange. Et on a chez Ludonaut Archéologique. Et oui, arrêtez, on n'en peut plus. Vous venez de saturer les jeux logiques du marché. Arrêtez un petit peu avant d'en refaire d'autres. Et là, on voit Chronologique qui arrive, on dit allez, c'est 4e, 5e. Arrêtez, on n'en peut plus. Et pourtant, là, on a tourné le de Chrono il y a peu, et en voyant le jeu, tous les deux, on s'est dit pourquoi pas celui-là? Pourquoi? C'est parce que là, le thème, j'ai l'impression qu'il a un cran au-dessus. Ouais, clairement. Alors moi, j'ai pas forcément l'overdose que tu as de ces jeux de logique parce que en fait, j'ai pas forcément l'occasion j'y joue pas forcément parce que c'est une gamme c'est un type de jeu qui m'intéresse pas énormément. Et là, effectivement, déjà la boîte, elle donne super envie. Ouais, très belle boîte. Il y a un design qui est super chouette. Et je vous ai dit au début, on est dans un jeu d'enquête. Et en fait, l'habillage est dans ce jeu hyper important parce qu'en réalité, on est dans un pur jeu de logique. Ouais, c'est du pur puzzle. Vraiment, il y a aucun doute. On retrouve les cartes avec les trous qui nous donnent les indications. Enfin, vraiment, clairement, j'ai ouvert la boîte, j'ai regardé, j'avais pas regardé qui étaient les auteurs. J'avais deviné avant d'aller. Il y a des trous, il y a des chiffres, il y a des lettres. Voilà quoi. Mais sauf que ce côté enquête, il change tout. C'est ça. Parce que autant j'ai pas envie de retrouver un code de 3 chiffres, voilà. Alors que là, on a des personnages qui se déplacent, qui vont à droite à gauche. Tiens, qui ça peut être le tueur? Comment est-ce qu'ils vont naviguer? Et j'ai trouvé ça vraiment très intriguant en tout cas. C'est ça, parce qu'en fait, ce thème, il amène à l'immersion que d'habitude on n'a pas. D'habitude, on fait notre tableau Excel, on fait notre logique, on dit ok, je pense que le B il est à cet endroit-là quoi. Non, là. On étudie chacun des déplacements, et quand on déplace un personnage, on sait pas le dé qui se déplace, c'est le détective. Et ça, ça change tout, parce que finalement, tu les visualises, ces personnages, c'est crédible, tu les imagines se déplacer, et t'as envie de savoir où ils sont passés. Exactement. T'as juste pas envie de te dire où est le dé, où est le... Ah, non, attention, le détective, où est-ce qu'il est passé? Ah, il est peut-être allé dans cette salle, et cette salle, tu lui donnes un nom. C'est pas la salle numéro 2, c'est la salle dedans, c'est quoi que ce soit. Et ça, finalement, ça te donne une profondeur au jeu, auquel tu t'y attends pas forcément, et qui est super plaisante pour un jeu de déduction. Ouais. Et alors bon, on peut venir au jeu lui-même. Là pour le coup, malgré tout, il faut reconnaître un savoir-faire à ces deux auteurs-là. Il y a aucun doute là-dessus, dans le sens où ça marche bien et c'est un jeu qui est valorisant. C'est-à-dire que t'as tes indices, mais c'est fait de telle façon que tes indices, souvent, ils te permettent de faire des déductions. Ah, ok, je suis que lui, il était là, mais donc ça veut dire que lui n'était pas là, que lui était ici, donc ça veut dire que dans 3 tours, lui, il pouvait pas être là-bas, et ainsi de suite. Si tu ne te nourris que des indices que te donne le jeu, tu n'y arriveras pas. S'il arrive, tu en déduis des informations par rapport aux règles implicites du jeu, là, tu peux dire, ok, je peux penser à ça, donc j'ai l'impression d'être intelligent, donc je me plais. Ouais, non mais carrément. Et c'est super agréable. Alors, il y a le pendant qui est aussi, on a fait le scénario de débutant, donc c'est peut-être pour ça aussi. Sur ces jeux-là, je sais pas à quel point les courbes de niveau vont à quel point les différentes de niveau vont vraiment s'exprimer, et où des joueurs qui ont un peu l'expérience vont pas tous trouver plus ou moins au même moment. Alors je pense que c'est clairement le cas, où moi qui suis peu habitué, ou toi aussi, par rapport à des gens comme Mathieu qui joue Nathalie, en 3 coups ils t'ont mis 2 coups d'avance, tu dis ok, pourquoi? Parce que nous, au début, clairement, on ramait, on sentait qu'on faisait pas des coups optimaux, mais on n'avançait pas à pas parce qu'on allait tuer à y arriver. Sauf que je pense que tu peux facilement prendre des coups d'avance sur ta logique pour arriver à détruire les trucs au milieu. Ouais. Que nous, on n'a pas les automatismes par rapport à ça. Tout à fait. Alors, notamment parce que, je l'ai dit, il y a 2 façons d'interroger. Il y a vraiment telle salle à tel moment, qui y avait dedans. Et ça, c'est assez immédiat comme info. Par contre, quand on va interroger sur telle salle, tel personnage, là c'est plus compliqué. C'est ça. Parce que là on se dit, est-ce que vraiment j'ai envie d'aller interroger là-dessus, parce que je vais pas savoir quoi faire, alors que je pense que le cœur du jeu il est là en réalité, parce que c'est là où ça te donne des indices vraiment qui ont l'air d'être plus flous,
mais qui en réalité vont te faire déduire beaucoup plus de choses. Ouais. C'est ça. Au début, t'as pas envie d'y aller. Tu veux pas dire, tiens, ce bonhomme va passer 3 fois ici. Parce que tu sais pas quand est-ce qu'il est passé. Ah, mais en fait, si tu sais qu'il est obligé de se déplacer et qu'il y passe 3 fois, c'est qu'il a forcément des allers-retours. C'est ça. S'il est passé au temps 2, ça veut dire qu'il est forcément au temps 4 et au temps 6. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est une information super importante quand tu es en train de déduire. Mais elle est pas valorisée au début quand tu la prends. Donc t'hésites. Mais quand finalement c'est les autres qui vont le prendre et qui te donnent des bouts d'informations, c'est super intéressant. Ouais. Donc je trouve qu'il y a eu un thème. Si on fait le bilan, on a un thème qui est intéressant. On a une mécanique qui récompense les joueurs et qui est agréable, parce que c'est aussi le risque des jeux de logique. Oui. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui peuvent être bloqués et tu peux être en route. Là, t'as quand même les indices. Et il y a que 2 informations qui sont données à chaque fois. Là où t'as d'autres jeux de déduction où t'as beaucoup d'informations qu'il faut déduire, là à chaque fois que t'as ta carte, t'as une information, une et demie si jamais c'est toi qui l'as cherché, et c'est assez léger pour que tu perds pas complètement dès le début. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais pas peur, c'est ça, et le fait que du matériel, il n'y en a pas partout. Non. Le matériel, il est simple, il y a les 6 cartes de personnage, 6 cartes de lieu et 6 cartes de temps. Et c'est tout. C'est ça. Il n'y a pas des multiples cartes dans tous les sens. C'est ce que je veux dire. Là où Archéologique et Turing Machine pouvaient peut-être faire un peu plus peur. C'est clair. Et être plus difficile à expliquer, parce que là, le jeu est hyper simple à expliquer. C'est très facile. Il y a aucun problème pour l'expliquer. Bah voilà, tes personnages à chaque tour, ils se déplacent forcément d'une case, ils vont à côté. Il y a 6 tours. Faut que tu trouves à quel moment les deux sont dans la même salle. Voilà comment t'as tes indices. C'est clair. Terminé. Là où Turing Machine, tu pleurais quand t'avais à l'expliquer à des gens qui connaissent pas. Ouais. Là, c'est très facile, donc c'est beaucoup plus clé en main pour des plaisirs d'édition qui sont plutôt similaires. Je trouve que le taf, il est quand même vachement bien fait. Ouais. Et alors, là où le jeu, moi la question que je me posais, c'est bon, alors ok, on a ce premier scénario où il faut trouver à quel moment le personnage est tout seul avec quelqu'un d'autre. Est-ce que le jeu arrive à se renouveler? On a fait qu'une partie, mais par contre, on a regardé les autres scénarios. Deuxième scénario, c'est il y a un joueur, en fait, c'est un fantôme et il doit être tout seul. C'est celui qui est tout seul pendant toute la partie. Et là, je suis en train de me dire, c'est pas pareil en fait. Là, on est sur autre chose. Ouais. Là, on est sur quelque chose de parce que il y a 6 personnages quand même. Il y a 6 personnages, il y a 6 dieux pour savoir où est tout le monde. Bah en fait, ça fait un paquet de possibilités. Donc ça te twist le gameplay à chaque fois. Et puis après, t'as une troisième histoire qui propose encore un truc différent. Et la troisième, alors là, on va spoiler un peu, mais moi, elle m'a vraiment donné envie de jouer. Il y a des mecs qui ont piqué un collier, donc faut trouver à quel moment qui a pris le collier, qui était le premier à être tout seul dans une pièce. Et ensuite, quand il va dans une pièce et qu'ils sont 2, il passe le collier à l'autre. Et donc là, on parle que de la première boîte. Et on est que là sur la première boîte. Il va y avoir d'autres boîtes qui vont du coup proposer des expériences encore différentes en termes de gameplay. Et ce gameplay, ça a beau être, comme on le dit, et des cases qui se déplacent, et ben le thème fait qu'on vit pas la même chose. Un fantôme, un vol ou un assassinat, c'est pas pareil un jeu. Donc du coup, on joue des jeux qui sont vraiment différents. Ouais, je suis assez d'accord. Alors il y a peut-être, une ou deux critiques que je peux faire. La première, alors c'est tout bête, mais nous on a quand même eu sur notre partie, il y a quand même eu un souci parce que j'ai annoncé une indication en disant j'ai pris telle salle, en disant j'ai pris la grande scène. J'ai pris la grande scène, quelque chose comme ça, parce que c'est le nom de la pièce. Et en fait, il y a une autre salle qui ressemble à une scène, et toi t'as mal compris, t'as pas pris la bonne carte. En effet, les salles sont dessinées par rapport à un nom, mais aussi par un pictogramme. Et moi, ce pictogramme, pour moi, c'était la grande salle. Et quand tu m'as dit la grande salle, j'ai pas vérifié sur l'aide de jeu, on va dire, la grande salle c'est ce picto. Je me dis, c'est forcément celui-ci, le picto, il me représente ça. Et c'était pas ça. Et donc du coup, j'ai coché mon information qui était fausse, et ça m'a foiré toute reste de ma déduction. Alors, c'est de ma faute. Tant pis. Mais disons que il faut vraiment être un peu vigilant à comment formuler les choses, quelles sont les informations à dire aux autres pour être sûr qu'ils les comprennent bien, pour pas qu'il y ait de loupé un peu frustrant. Ouais, ça c'est un peu le risque aussi, qui est la façon dont le jeu est fait. Tu peux pas revenir en arrière sur les indices. Ouais, c'est foutu. Quand tu prends la mauvaise carte, c'est foutu. C'est ça. Donc faut être concentré tout le temps sur, ok, tu fais des déductions, tu réfléchis bien à faire ce qu'il faut, mais dès que tu prends des informations, prends les bonnes cartes, annonce-les clairement pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Et plus on est nombreux, plus il peut y avoir de soucis. Il peut aussi y avoir des temps morts, clairement, parce qu'on est des jeux de déduction et des choses que certains déduisent en 2 secondes. Des gens comme nous, on peut mettre plutôt 5 minutes. Et des fois, tu as besoin de dire, attends, stop, on fait une petite pause, j'ai besoin de réfléchir, je suis désolé. Faites rien, ou bien réfléchissez même si vous savez déjà quoi faire. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu frustrant. Ouais. Il y a aussi une fois où je me suis planté dans le personnage, je voulais interroger un personnage. Et t'es trompé de personnage. Et je me suis trompé de personnage parce que l'illustration, parce que machin. Encore une fois, c'est ma faute. Bon, ça s'est bien passé. Parce que je m'en suis rendu compte tout de suite, j'ai dit putain c'est pas celui que je voulais, mais ça m'a donné un indice quand même.
Et quelque part, L'indice c'était pété. l'indice était intéressant en fait finalement. Quelque part, c'est là où le jeu est bien foutu, c'est que l'indice était pas si mal. D'ailleurs, ça on n'en a pas parlé, mais il y a des fois on va poser des questions et ça donne des informations à tout le monde et pas d'informations spéciales pour nous. Ouais. Et dans ce cas-là, on a le droit de rejouer. Et ça c'est cool. Ça c'est sympa. Ça fait avancer le jeu en fait. Ouais, ça c'est vraiment chouette. C'est une bonne surprise. Donc en fait, si on fait le bilan de ce jeu-là, c'est un jeu qui, sur le format de jeu, le jeu de logique, était pas vraiment pour nous. Et finalement, ça a été une bonne surprise. On retrouve la patte de ces deux auteurs-là sur quand ils font une association de jeux de logique, parce qu'ils font plein d'autres choses à côté très différentes. La patte est là, mais moi ça a réussi à me surprendre quand même et à me donner envie. Ce que leurs autres jeux m'avaient un peu moins donné envie, encore une fois, parce que c'est pas ma cam. Et là, ils me raccrochent. Donc j'ai envie de dire bravo. C'était une bonne surprise. Vraiment agréablement surpris. Voilà qui clôture notre format d'un viseur sur les jeux du moment, des jeux très actuels. Vous pourrez trouver les 2 chronos sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis si vous avez joué ou voir si ça vous a intéressé, vous donner envie d'y jouer. Vous faites un petit pouce, vous partagez, vous soutenez sur Tipeee si vous nous avez aimé. Faites des commentaires si jamais vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. C'est ça. On vous retrouve tout bientôt soit sur les chronos, soit sur nos DLV. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur ces formats-là parce que si vous arrange pas de nous regarder en vidéo, vous avez aussi les podcasts. Et puis on vous dit à tout bientôt sur une prochaine émission. Ciao.